Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette table ronde qui réunit 5 experts d'un sujet vaste et parfois un petit peu angoissant quand on l'écoute à travers les grands médias, la cybersécurité. Et nous, côté GEPIA, qui sommes le groupement français des fabricants de machines de process et d'emballage et qui avons cette légitimité à organiser la table ronde, en ce sens où nous avons les meilleurs experts, membres du groupement et qui sont tous représentants de sociétés françaises, eh bien, nous avons voulu intituler cette table ronde Enjeux, pluriel, réalité, sans S. Pourtant, il y a plusieurs réalités sur ce thème très très spécifique de l'interopérabilité machine et de la cybersécurité. Alors à cette heure-ci, 15 heures, ce genre de thème qui donne l'impression d'une technicité extrême et d'une problématique un peu angoissante. La cybersécurité, vous l'entendez parler très régulièrement. Quel hôpital ne s'est pas fait hacker? Quel ministère, quelle entreprise ne s'est pas arrêté de fonctionner parce qu'elle était attaquée au niveau de ce qu'on appelle entre nous son IT? Mais c'est aussi une réalité dans les usines, évidemment, de production. Et donc au niveau des lignes et des machines de process, d'emballage et de conditionnement, c'est une réalité qui est indiscutable. Et pour autant, nous allons essayer en toute transparence et en étant détendus malgré les enjeux de ce thème, eh bien, de vous partager des visions complémentaires sur l'approche, aussi bien en termes de compréhension, de lecture des enjeux qu'évidemment de solutions, et, et comment ces solutions, entre elles, font du sens ou ne font pas de sens pour le directeur d'usine, le responsable de production et aussi le consommateur final que nous sommes tous. Alors j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde au titre donc, du GEPIA. Je suis pour ma part Pierre Chevalier, en charge des sujets de développement, nouveaux projets, services et de la stratégie. Nous ont rejoint 5 interlocuteurs, chacun expert technique dans leur métier. Je vais leur laisser tout de suite la parole pour se présenter et ensuite on ira au cœur du sujet. Pascal Lemignon pour Seos Automation. Oui. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Je suis Pascal Lemignon de Seos Automation. Donc sur un marché très concurrentiel qui est celui des machines d'emballage et de conditionnement. Notre but chez Seos Automation est de favoriser le développement et l'innovation chez les constructeurs de machines français. Donc je travaille avec les constructeurs afin de faciliter le quotidien des équipes d'automaticiens, afin de libérer des ressources pour créer un processus d'innovation. Parce que nous sommes convaincus que c'est un facteur essentiel et différenciateur sur le marché. Nous travaillons aussi avec les clients finaux afin de supprimer les risques de perte d'exploitation qui sont liés au vieillissement et à l'obsolescence des systèmes de contrôle commande de leurs outils de production. Donc nous proposons des rétrofits qui vont on va dire restituer et qui vont assurer la disponibilité machine. Et associés aux dernières technologies et à notre savoir-faire, nous garantissons la flexibilité et l'agilité des machines tout au long de leur seconde vie. Wendy. Bonjour à toutes et à tous, donc Wendy Lottier, je suis directrice commerciale et associée de la société Akeros. Donc, pourquoi on a créé cette société? Il y a 6 ans, on a fait un constat en fait, aussi bien dans le domaine de la robotique industrielle que des systèmes embarqués. Il y a de nombreux systèmes robotisés hétérogènes qui arrivaient sur le marché, mais qui ne communiquaient pas entre eux ou très mal. Et les interfaces proposées aux opérateurs, aux utilisateurs, n'étaient pas assez intuitives. Donc notre mission chez Akeros, c'est de venir orchestrer une diversité robotique et de remonter les bonnes données aux opérateurs et de manière la plus limpide possible. Donc on va vraiment faciliter la vie des constructeurs, des intégrateurs, mais aussi des exploitants, des industriels. Donc l'objectif, c'est de faire gagner du temps de développement d'intégration. Par exemple, sur un projet que je vais détailler un petit peu plus après, au lieu de 2 ans de développement qui était prévu à la base en interne chez cet exploitant, nous on a mis 3 mois. Avec notre plateforme logicielle donc, qui s'appelle Easy pour interopérabilité des systèmes intelligents. En gros, on va venir faire de l'ordonnancement, créer des missions et surtout optimiser les flux de production. Merci. Hervé. Oui, bonjour. Donc, on remercie bien sûr All4CAD et le GEPIA de nous offrir cette opportunité de communication. Alors, je suis là pour représenter la société Accessor Safety, qui a été créée sur plus de 35 ans d'expérience dans l'automation de l'outil de production.
et qui, depuis 1998, est confronté petit à petit à tous les problèmes de cybersécurité, puisque en l'espace de 30 ans, 20 ans, je dirais, les risques ont changé. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour d'abord aider les constructeurs à rentrer dans le monde du digital, tout en restant toujours secure, safe, et aussi tenant compte de l'aspect cyber de leur propre sécurité. Car maintenant, on ne peut plus dissocier la sécurité de la cybersécurité, puisque ça devient intégré dans les normes qui sont en train de prendre place, la 62443, et donc on est là pour aider à construire leur cahier des charges et à construire leur documentation autour de ça, et de faire des audits, ainsi que des inventaires. Merci. Bonjour, Stéphane Potier. Donc moi, je suis responsable de l'offre cybersécurité industrielle chez Advance. Donc Advance, en 3 mots, hein, c'est ce qu'on appelle un pure player de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on fait absolument tout dans la cybersécurité, tous les métiers, mais on ne fait que de la cybersécurité. Donc on protège depuis un peu plus de 20 ans maintenant tous nos clients sur les aspects cybersécurité, IT, mais aussi OT, hein, les environnements industriels. Alors déjà, la cybersécurité, des fois, ça ne parle pas forcément à tout le monde, hein, de quoi on parle. Grosso modo, aujourd'hui, la cybersécurité, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est si vous êtes attaqué, en moyenne, c'est 5 semaines d'arrêt de production. Donc, vous imaginez un petit peu le coût que ça peut avoir sur une usine de prod. Ça peut clairement mettre en danger l'entreprise. Un autre chiffre, à peu près 60% des entreprises qui subissent une cyberattaque disparaissent. Donc là, clairement, on voit l'enjeu qu'il y a derrière la cybersécurité très clairement. Donc là, on va parler d'industrie 4.0. On a du mal à comprendre quel est l'impact en fait de la cyber sur ça. Pourquoi on a besoin de cyber? En fait, on peut faire l'analogie avec le téléphone, par exemple. Avant, il y avait des téléphones à cadran. Ça ne faisait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de risques. On est passé au smartphone. On a maintenant sur le smartphone, on a tout. On a les applis bancaires, on a les applis de localisation, on a les mails. On imagine ce qu'un attaquant pourrait faire si le smartphone n'était pas sécurisé. C'est pareil pour l'usine. Demain, on passe d'une usine qui était à cadran à une usine un peu plus digitale. Clairement, il faut absolument l'accompagner en termes de cybersécurité. Merci Stéphane. François. Bonjour, François Dumoulin, Société Oxellar. On a 2 activités, on fait du conseil et de l'intégration autour de l'Internet des objets. On travaille principalement pour le monde industriel. Sur la partie conseil, on accompagne les entreprises, les industriels, à accompagner leur vente de produits par de la vente de services. Et ça entraîne une vraie transformation digitale de l'entreprise. Tous les services sont concernés, comment vendre du service, comment le facturer, comment le maintenir en conditions opérationnelles. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va travailler dans la partie conseil. Et dans la partie intégrateur, on va aller intégrer des solutions IoT de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va aller connecter les machines, on va se connecter à des machines industrielles, à des automates, et on va remonter des informations, principalement via le 4G, 5G, vers du cloud pour faire de la data analysis et de la data visualisation. Et donc, on est confronté aussi à des problèmes de cybersécurité quand on va aller intégrer des systèmes communicants au sein de l'industrie, de l'entreprise, de la production. Ok, merci à chacun de vous être présentés. Vous voyez qu'on est déjà dans la technique, désolé. Pour ceux qui découvriraient la thématique. Mais en fait, il est important de resituer le thème de cet après-midi. Et François, on ne l'a pas répété du tout comme ça et tu me tends magnifiquement la perche. On va remettre le sujet et l'église au milieu du village. On parle déjà d'interopérabilité de machines pour ensuite faire comprendre, essayer de partager avec vous et ensuite d'avoir un échange, un dialogue avec vous, comment l'interopérabilité machine génère-t-elle des réponses ou des problèmes sur la cybersécurité comme on l'entend de façon plus générale. Et j'aimerais qu'on commence la table ronde par Pascal de CEOS Automation pour redescendre à ce niveau terre à terre de l'usine et des lignes de production. Comment est-ce que vous vivez au quotidien le fait d'intervenir sur des machines qui sont de générations différentes, donc d'architectures, d'automatismes différentes, qui pour autant doivent être interopérables et qui pour autant doivent évidemment ne pas être des ouvertures à des failles de sécurité. Qu'est-ce que vous constatez chez vos clients quand vous intervenez sur ce qu'on appelle chez nous le revamping de ligne, par exemple, hein, l'upgrade? On ne sait plus parler français, désolé. La mise à jour et l'interfaçage de machines. Donc oui,
à l'heure de cette quatrième révolution industrielle, tout le monde parle de la digitalisation, hein, et de la transformation que ça entraîne dans les entreprises, ce qui suscite beaucoup de questions et beaucoup de défis pour les industriels. Alors chez CEOS Automation, déjà, nous on est convaincus que le premier enjeu, le premier défi à relever doit être celui de donner un sens à cette transformation, puisque ça permet à l'humain, à l'homme, hein, de devenir interactif de manière digitale avec son environnement. Donc déjà, ce qui est important, c'est que pour les entreprises qui vont initier une stratégie de transformation digitale, c'est de bien fixer des objectifs communs, partagés, et surtout de communiquer correctement en expliquant les changements que ça implique pour que ce soit adopté dans l'entreprise tout entière. La première chose. Donc, alors sur ce chemin de la digitalisation, ce que nous, on rencontre, et c'est important, c'est d'avoir cette vision aussi de ce que sont aujourd'hui les lignes de production dans l'industrie. On voit que la majorité sont, ou plutôt est, constituée de machines de génération différentes. Rappelons qu'aujourd'hui, l'âge moyen des outils de production en France, il est supérieur à 20 ans. Et c'est cette, on va dire, c'est cette diversité générationnelle qui va lever, générationnelle en plus d'équipements et de technologies, qui va lever le premier défi technique, qui va être d'assurer l'interopérabilité de ces équipements qui sont hétérogènes, et d'assurer aussi les interactions entre l'homme et la machine. Et tout ça, de le faire bien sûr de façon simple, efficace, fiable et évolutive. Là, je pense que Akeros nous présentera des solutions qui répondent à ces besoins. C'est une chose. Alors, pour poursuivre sur la partie, on va dire, communication, et puis surtout, on va dire, la partie connectivité des entreprises, puisque c'est le cœur de l'industrie du futur. Ce que nous voyons dans notre quotidien, hein, c'est qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises, voire très peu d'entreprises, ont une connectivité qui tient la comparaison avec ce qu'on peut voir dans les PowerPoint. Vous avez l'ensemble des composants, des capteurs, des lignes, des machines qui sont connectés sur un cloud. Alors la réalité du terrain diffère un peu de ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on intervient, ce que l'on voit dans les entreprises, c'est que lorsque la connectivité ne s'arrête pas au niveau de la machine ou de la ligne, elle dépasse très rarement le niveau géographique de l'atelier dans lequel elle se trouve. Donc ça veut dire tous les exposants qui sont ici vendent des machines hors sol par rapport à ce que vous constatez des anciennes générations, ou comment est-ce que vous arrivez justement à faire ce travail de... C'est justement la problématique, parce qu'on a quand même identifié un certain nombre de raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a un frein, on va dire, à la convergence de l'IT et de l'OT. Et ce frein, justement, aujourd'hui, empêche d'enchaîner cette conversion digitale. Alors, c'est clair pour tout le monde, IT, OT, ou c'est des... Oui, c'est clair. Personne noche dans un sens, ok. Alors, s'il y a un problème de convergence entre le monde informatique, le monde du directeur service informatique de l'usine de production, et puis le monde de la production, l'atelier, avec ses lignes de process, de conditionnement et d'emballage, donc au niveau opérationnel, outil, on est dans le vif du sujet et de la raison d'être d'Akeros sur comment aider cette convergence. Oui, alors il y a plusieurs, on a identifié plusieurs problématiques. Donc la première, qui est la plus récurrente, en fin de compte, qui est la difficulté de faire collaborer plusieurs équipes différentes. On n'arrête plus, Pascal, là. Non, c'est terminé. Voilà. C'est le cœur du sujet. On y reviendra après, évidemment. On va y revenir avec vous, Pascal, sur un mode opératoire qui est le quotidien de CEOS. Mais d'un point de vue de la brique technique fonctionnelle et d'une réponse parmi d'autres, en toute transparence les uns vis-à-vis des autres, qu'est-ce qu'a développé Akeros?
Alors, je parlais de la plateforme logicielle tout à l'heure, Easy. C'est vrai que je vais prendre un cas concret plutôt pour expliquer de manière moins abstraite ce qu'on fait, parce qu'on ne fait que du logiciel. L'idée, donc, c'était de pousser avec notre partenariat avec Luca Robotique, donc, qui fabrique des axes linéaires. Exposant ici sur le... Ils sont exposants à salon, côté et qui est aussi membre du et membre GPA. du GPA. Donc, c'est une très bonne manière de parler de Luca aussi. On a créé un partenariat avec eux parce qu'ils avaient une problématique en fait en interne. Donc, c'était de faire collaborer des systèmes hétérogènes. Quel était le cas d'usage? Donc, il faut faire collaborer une machine laser Mazak avec leur ERP Silob, avec leur tour robotisé Luca sur le lot numéro 1. L'objectif étant d'automatiser une chaîne de production robotisée. Donc là, on est sur de la métallurgie, tôlerie 4.0, donc vraiment un domaine d'activité assez spécifique. Mais ils avaient prévu, comme je disais tout à l'heure, presque 2 ans de développement en interne. Donc on est venu apporter Easy, donc avec notre cœur de logiciel déjà développé, intégré rapidement. Donc on l'a fait en 3 mois, du coup. Donc ça, c'est la première étape. Après, pour la partie cybersécurité, pour raccrocher ça, on a proposé 2 modes de déploiement, donc cloud ou local. On propose de faire ça avec Easy. Et là, on l'a fait en local pour eux, pour qu'il y ait des sauvegardes en fait, en interne, en local plus facile de leur côté. Bien sûr, on travaille en security by design. L'objectif, c'est qu'en faisant collaborer un maximum de systèmes de robotisés hétérogènes quand le cas d'usage intervient, enfin suivant le cas d'usage, le but, c'est de sécuriser un maximum et rassurer aussi l'industriel qu'il n'ait pas peur en fait d'intégrer une innovation et d'intégrer de l'informatique. Il faut pousser en fait, je pense, en France l'innovation. Enfin, c'est un message que je lance à tous les industriels parce que parfois, c'est vrai, il y a une crainte de l'informatique qui arrive, des systèmes qui débarquent un peu innovants. Et ils disent, oui, si j'intègre de l'informatique, si j'intègre un système innovant, ça va me rajouter en fait des problématiques en interne de sécurité, ce qui est faux, puisque quand on fait une innovation, évidemment, notre priorité chez nous, c'est de la sécuriser un maximum et de s'entourer de partenaires. On en parlera après dans le reste des présentations, mais il y a des acteurs qui sont spécialisés, des pure players dans la cybersécurité, avec qui on crée des partenariats justement pour ne pas ajouter de risques auprès des industriels. Voilà. Donc, exemple de cas concret avec Luca Robotique, mais parmi d'autres. Mais l'objectif, c'est de ne pas freiner l'innovation en France. Il faut que les industriels acceptent d'aller vers le 4.0, de prendre des solutions innovantes et de ne pas se brider en fait, par rapport à ça, parce qu'on ne sera pas compétitif si on ne le fait pas. Et c'est d'autant plus remarquable dans votre cas qu'on peut vous qualifier de start-up, ce qui rajoute parfois vis-à-vis de certains soit une excitation positive parce que ça veut dire innovation, soit un double tranchant. Voilà, un frein psychologique parce qu'on se dit bon c'est nouveau, c'est start-up, donc risque sur risque. Et c'est au premier qui prendra la solution qui va être innovant. Alors, on peut laisser penser que Luca Robotique a été innovant. François, j'aimerais que vous puissiez rebondir sur un ou 2 mots-clés qui a été répété par Wendy plusieurs fois et sur lequel je viens moi-même de rebondir, la frilosité. Comment est-ce que vous, dans votre métier de conseil, d'analyse et également d'opérateur, puisque vous proposez également de la solution existante, comment est-ce que vous percevez cette frilosité chez les responsables informatiques, production, face à ce thème interopérabilité des machines? Alors, je vais prendre plusieurs exemples de projets qu'on a menés pour des industriels, donc des fabricants de machines, qui allaient installer leurs machines chez des clients, ou on allait rendre communicants des machines qui étaient déjà installées chez des clients. Et on a eu plusieurs cas. Pour un mainteneur de compresseurs d'air sur un site nucléaire, en fait, notre client a installé nos systèmes sur ces différents compresseurs d'air et pendant 15 jours, on n'a pas eu de remontée d'informations. On se demandait pourquoi, on se demandait si c'était nous qui avons eu un problème, c'était mal connecté, les données ne remontaient pas. Et en fait, on a posé la question au client et le client, le site nucléaire, lui, quand il a vu nos modems, il les a déconnectés. Il a dit, nous, on ne veut pas de ça chez nous, vous ne nous avez pas prévenus. Maintenant, montrez-nous quel système vous voulez utiliser pour rendre communicants vos machines et pouvoir faire de la maintenance. Ça a été un premier cas où il faut apporter des réponses autour de la cybersécurité industrielle. Un autre, on s'est aperçu quand on est allé faire l'installation, il était ce qu'on appelle une entreprise de production d'importance vitale. Donc, pour production d'importance vitale, il est hors de question de mettre des modems 4G qui vont connecter à des systèmes de production.
Donc là, pareil, le client nous a dit, utilisez un autre système pour vous connecter à nos machines. Donc en fait, tout ça pour dire, je vais vous donner 2 autres exemples aussi qui sont caractéristiques, mais d'intégrer le Security by Design et de proposer dès la conception et avant d'installer une connectivité sur une machine, de montrer toute la sécurité qu'on va mettre en place sur le site. Il y a un autre site où on est allé, où là ça a été pire, ça a été en fait un client qui va faire de la mesure de performance énergétique et qui s'engage sur la consommation de sa machine. Donc, il va s'engager sur la consommation de la machine. Donc, on a besoin de réguler et de remonter toutes les informations énergétiques. Et le client final, le jour où on a fait l'installation, il y avait le DSI et le RSSI du groupe qui étaient là ce jour-là et qui nous a vus dans le local technique. Et c'est à peine s'il ne nous a pas poursuivis pour essayer de récupérer notre modem qu'on allait installer. Mais là, on se retrouvait dans une situation où on a pris un engagement, où notre client a pris un engagement de remonter des données énergétiques et de piloter pour réduire la consommation énergétique de sa machine, mais il ne veut pas nous donner l'autorisation d'accéder aux données. Donc là, on a eu une discussion avec lui pour lui expliquer comment on allait remonter ces informations-là. Donc en fait, on voit qu'on est confronté à chaque fois à expliquer la cybersécurité et montrer que la sécurité industrielle, c'est autre chose que la sécurité, on va dire, des applications métiers. Et encore un exemple sur une explication de texte qu'on a eue avec un industriel où le RSSI, il connaissait très bien toute la partie cybersécurité IT, mais il ne connaissait rien du tout à la cybersécurité industrielle. Et il voyait les mêmes problématiques sur les mots de passe qui se baladaient sur des post-it, sur des mots de passe 1, 2, 3, 4. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain où voilà, il commence à se poser des questions sur la production. Donc toujours un travail de communication et de pédagogie sur les sujets comme dans la plupart du temps dans notre quotidien professionnel. Hervé, la pédagogie, la vision globale dans le métier d'Excelsior. Alors, nous, on a été amenés à la cybersécurité parce que depuis plus de 35 ans, on fait de la sécurité. C'est-à-dire que les clients ont besoin d'un process de production, mais d'être sûr qu'il soit safe. Et donc, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour faire de la sécurité. Et toute la démarche pour le faire, c'est d'abord d'analyser les risques, de les évaluer, de les mesurer et de mettre en place des barrières qui permettent de les annuler. Et pour ça, il y a des ASOP, des LOPA, des SRS, etc. Et toute cette démarche waterfall de project est absolument similaire en cybersécurité. Et aujourd'hui, on est dans la cybersécurité, je vous dis, depuis 1998, parce que les gens ont compris que l'outil devait continuer à tourner quoi qu'il arrive dans l'IT. Donc l'outil devait être complètement indépendant de l'IT, même si dans le monde moderne où on doit envoyer un maximum de data, aussi bien dans les ERP que dans le cloud. Il faut toujours savoir ce qu'on veut envoyer, où, pourquoi et comment. Et ce n'est pas au moment de la mise en œuvre qu'il faut le faire, c'est au tout début de l'analyse de risque. On analyse les risques safety, on garantit que l'usine est safe, on garantit que le risque est protégé contre les aspects cyber, et ensuite, on peut exporter ces machines ou ces procédés ou autres dans le monde entier. Mais avec ça, on y associe tout un carnet et toute une documentation qui permet d'être conforme à des normes qui sont la 61508, 511, 62062 ou les 62443 pour la cyber. Et tout ça, maintenant, c'est interconnecté et on ne peut plus faire indépendamment les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a été amené pendant ces 20 dernières années, alors, principalement grâce aux pétroliers, qui ont des plateformes offshore, qui ont des risques très importants industriels et qui, effectivement, veulent protéger tout en étant à Paris pour voir les datas ou à Houston de toutes leurs plateformes, mais surtout, quand ils ont un problème dans l'IT, il faut que la plateforme continue à produire. Et ça, c'est la création de DMZ, c'est les études de risque, les études de sécurité, et ensuite, c'est comment je peux impacter mon process ou ma sécurité par des actions criminelles, parce que maintenant on parle de criminalité, on ne parle plus de cybersécurité comme on en parlait dans les années 90, on est vraiment dans la criminalité, le vouloir faire mal
Et donc le risque peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça, il faut faire des cartographies, inventaires, vérifier tous les assets. Oui, merci Hervé. C'est intéressant de noter cette origine dans une industrie de process très particulière, l'industrie pétrolière, et de voir comment aujourd'hui, plusieurs années après, nos usines de production de produits agroalimentaires, cosmétos, sont également au cœur en fait, de ce vaste sujet de l'interopérabilité et de la cybersécurité. Et pourquoi, on ne va pas rentrer dans la philosophie du pourquoi aujourd'hui le sujet est aussi au cœur d'une usine agroalimentaire. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les propos que vous avez tenus, Hervé, vous avez cité plusieurs normes. Moi, je ne suis pas un spécialiste J'en des ai normes. gardé une pour Voilà, Stéphane, parce qu'il y en a une qui Mais qui Stéphane touche. Potier, au niveau d'Advance, va faire la passerelle. Pourquoi aussi vos usines agroalimentaires, cosméto, pharmacie vont être complètement obligées de regarder le sujet non pas comme un enjeu qui fait peur, ce n'est pas notre objectif cet après-midi, parce qu'on pense qu'il y a des vraies solutions qui existent, qui sont déjà déployées. Mais pourquoi il va falloir regarder le sujet de façon très très claire et pas attendre d'être le prochain attaqué? C'est parce qu'entre autres, l'aspect normatif dirige en ce sens. Et Stéphane Potier, en tant que pure player Advance, ça serait intéressant que vous fassiez un petit focus sur quelque chose que vous regardez, vous, en tant que prescription naturelle du métier. Ouais, clairement. Donc là, ce dont il est référence, c'est la directive européenne qui s'appelle la directive Nice 2. Nice, pas N-I-C-E. On n'est pas sur le traité de Nice, ni de NIS. Lisbonne. NIS, exactement. Et donc clairement, ça, en fait, c'est le côté un petit peu réglementaire. Alors malheureusement, je dirais, parce que tous les jours, moi, j'essaie de sensibiliser les clients. Mais je fais toujours aussi pareil, l'analogie avec la ceinture de sécurité. On explique aux gens qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Mais en fait, tant que ce n'est pas devenu obligatoire, les gens ne la mettaient pas. Pourtant, on sait très bien qu'elle ne sert à rien, cette ceinture, sauf un jour, elle va vous sauver la vie. En fait, la cyber, c'est exactement ça. Les gens se disent, oh là, mais pourquoi j'investirais en cyber? Moi, je ne me suis jamais fait attaquer, je connais personne qui s'est fait attaquer. Bon, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de mal à dire ça, parce qu'on connaît quand même beaucoup de monde qui s'est fait attaquer. Ça commence à être médiatisé. Mais en effet, malheureusement, on va arriver avec des obligations. Alors, les obligations existent depuis déjà de nombreuses années pour tout ce qui va être opérateur d'importance vitale, parce que c'est des choses qui sont essentielles pour la nation, donc tout ce qui va être des secteurs importants, comme on peut les imaginer. On ne peut pas trop les nommer en général, mais on les imagine très bien. Là, aujourd'hui, la directive européenne Nice 2 va impacter beaucoup plus d'entreprises, dont l'agroalimentaire, dont tout un tas d'entreprises. Et surtout, il y aura des pénalités qui vont être mises en place, qui vont être relativement importantes. Donc du coup, ce côté normatif, pour moi, c'est un peu dommage qu'on soit obligé d'arriver à des normes pour ça, mais voilà, c'est un point important. Alors ce qu'il faut comprendre quand même, C'est pour quand vous pouvez rappeler 2024. 2024, on est juste en novembre 2022. Et ce qui est important de quand même conserver à l'esprit, c'est vraiment ce qui a été dit là, c'est la cybersécurité, on n'aime pas nous faire le marketing de la peur. On n'est pas là pour vous dire vous allez avoir un accident, ça va être terrible pour vous, vous allez tous mourir. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, que vous soyez prêts. C'est vraiment ça le message qu'on a depuis le départ. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaquants, beaucoup d'attaques. Soyez prêts, soyez, je dirais, réactifs, soyez anticipez tout ce qui va pouvoir se passer dans vos usines. Mais par contre, surtout, ne vous dites pas, je ne fais pas de l'industrie 4.0 parce qu'il y a un risque. Aujourd'hui, qui se trimballe avec un téléphone à cadran dans sa poche? Je pose la question ici. Je pense que vous avez tous un smartphone. Il y a des risques, d'accord, mais ils sont mesurés. Vous avez aujourd'hui un système dont le risque est mesuré, il est accepté. Donc pareil, pour l'industrie 4.0 dans les usines, la cyber, ça va être un prérequis. D'accord? Si vous n'avez pas réfléchi à la cybersécurité, ne mettez pas d'industrie 4.0 dans vos usines. Sinon, vous allez augmenter la surface d'attaque. Grosso modo, les usines avant étaient très protégées. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas connectées, tout simplement. D'accord? Donc l'attaquant ne pouvait pas aller vous attaquer, il n'était pas connecté à votre usine, il ne pouvait pas s'y connecter. Maintenant, vous allez être connecté de partout. On va avoir de l'interopérabilité. L'attaquant, il va pouvoir aller se connecter n'importe où et de là aller, puisque tout communique avec tout, pouvoir attaquer tous les organes des usines. Donc ça, c'est hyper important de se dire, la cybersécurité, c'est un prérequis à l'industrie 4.0. Une fois qu'on a compris ça, allons-y en confiance. C'est pas l'heure de la conclusion, mais en fait, comme le disait Pierre, en fait, les solutions existent. Les solutions existent pour la cybersécurité. Ça fait 20 ans, nous, qu'on les met en œuvre. Par contre, on ne peut pas les mettre en œuvre de la même façon en
cyber-industriel, en nautique, en IT. Alors je prends un exemple bête qui va vous parler. Hein. Vous avez un smartphone, vous avez tous un PC, vous faites tous des mises à jour. D'accord ? Vous avez votre smartphone ou votre PC qui, toutes les semaines, corrige tout un tas de vulnérabilités qui ont été découvertes par des chercheurs, qui ont été découvertes par les fabricants, qui ont été malheureusement des fois découvertes par des attaquants. Donc on va aller vraiment corriger des vulnérabilités dans ces équipements-là. Bah, sur les équipements industriels, c'est pareil. Est-ce que vous savez combien il y a eu de vulnérabilités découvertes au premier semestre 2022 ? 10, 20, 100 ? Il y en a eu 623. D'accord ? 623 vulnérabilités découvertes du 1er janvier, d'accord, au 1er août, ou non, juillet, peut-être 6 mois, il faut calculer. 1er juin, bon, 1er janvier plus 6 mois. Mais ce qui veut dire, grosso modo, vous avez 1200 vulnérabilités par an sur vos systèmes industriels qui sont découverts. Imaginez un système industriel, ça ne vit pas qu'un an. En général, on ne change pas son système industriel comme son smartphone, heureusement. Ça dure 10 ans, 15 ans. Multipliez ce nombre de vulnérabilités par 10 ans, 15 ans, vous imaginez un peu la fragilité de vos systèmes industriels si vous les connectez sans réfléchir. Donc il faut absolument les connecter en les sécurisant. Ça, c'est quelque chose de clé. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut, là, la question se pose aux industriels, est-ce que je peux arrêter vos lignes de production tous les jours pour les faire un patch, comme ça, un peu rapidement à la sauvage? Bah non. Pourquoi? Parce que le système il tourne 24/7. On a des périodes de maintenance qui sont relativement courtes, hein, donc on va pas pouvoir faire des patchs comme dans le système IT toutes les nuits. Ça, c'est souvent des blagues qui arrivent. Hein. Le responsable IT il dit tiens, tu as des vulnérabilités dans son système industriel, s'il te plaît, cette nuit, tu me le patches. Ah oui, non, mais moi, cette nuit, je ne peux pas parce que là, je produis 15 tonnes de gruyère. Bon. Donc, du coup, ah bon, mais comment est-ce que tu peux le faire? Bah, je peux le faire. Je crois que ma prochaine maintenance, c'est février 2023. Ah bon, on va être obligé de vivre pendant 6 mois là, avec je suis mauvais avec les dates, hein, c'est pas dans 6 mois, février 2023, mais on va être obligé de vivre pendant quelques semaines, quelques on vous mois, comprend quand même. avec plein de vulnérabilités. Bah, comment on fait pour vivre avec un système industriel qui est vulnérable? Bah, c'est ça la cybersécurité, c'est de mettre en œuvre toutes les mesures pour se protéger par rapport à ça. Et si on revient sur au niveau machine et solutions développées, la plateforme par exemple Easy d'Akeros, à l'origine d'une nouvelle machine, comment dans votre plateforme, vous avez intégré ce besoin de cybersécurité entre les différents modules que vous pouvez interconnecter, Alors c'est rendre exactement interopérables? ça. En fait, on travaille en virtualisation, on va dire. C'est-à-dire que les modules qu'on va développer, ils sont indépendants. Ils ne sont pas dépendants entre eux. Donc s'il y a un système, une faille, un problème sur un module qui intervient, on ne va pas être obligé de remettre en cause tout le système. On va pouvoir arrêter un seul module ou quelques modules. L'important aussi, ça va être d'avoir des authentifications différentes. Donc par exemple, aussi bien un type d'authentification sur l'opérateur que sur le système en entier. Et d'avoir des certifications, donc TLS par exemple pour le plus connu. Donc vraiment d'avoir une sécurisation, une authentification à chaque fois sur chaque module quand il communique. Le but en fait pour nous ce qu'on voit, et je rejoins en fait tous les discours qui ont été décrits auparavant, c'est de pouvoir être assez rapide quand il y a une faille, une attaque ou autre, de pouvoir les détecter, d'avoir les bons metrics, donc avoir aussi les bons partenaires quand on a un système, quand on développe une plateforme telle que la nôtre, mais d'être le plus rapide possible. Parfois, il y a des gens des industriels qui se font attaquer, qui s'en rendent compte 6 mois, 1 an après. Donc, le but, c'est d'avoir quand même les bons outils pour réagir à temps, et puis surtout pour avoir les métriques et les remontées de données qui fassent que voilà, on est sécurisé en temps réel. Oui, Hervé. Alors, je voulais juste ajouter un chapitre qu'on n'a pas discuté, mais c'est dans le pétrole, on a la Black Start procédure. C'est-à-dire que nul n'est parfait, on peut s'arrêter. Ça coûte très cher, mais on peut s'arrêter d'une façon safe. Mais après, la question, c'est combien de temps on met pour redémarrer. Et en cybersécurité, c'est la même chose. C'est-à-dire que pensez pas qu'à vous protéger, mais pensez surtout à redémarrer. En ayant appelé la gendarmerie en premier, parce que ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Mais ensuite, c'est pour pas effacer les traçabilités d'attaque, mais mettre en place tout ce qu'il faut et les sauvegardes et tout ce qu'il faut au bon endroit pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. C'est aussi un aspect de nos jobs, c'est vous aider à architecturer vos réseaux et vos sauvegardes, qu'elles soient locales
ou en cloud. C'est possible aujourd'hui d'avoir des clouds très sécurisés. Mais ce qu'il faut, c'est penser à toutes les étapes dès le départ. Donc, avant de commencer à investir dans la cyber, faites d'abord des études. Après, vous pouvez déterminer où sont vos risques. Ça ne sert à rien d'écraser une mouche avec un gros marteau. Ça ne sert à rien de dépenser des milliards ou 10 euros. Ça peut dépendre de vos risques et ce que vous voulez protéger. C'est important. Cette approche projet est très classique, hein, on enfonce des portes ouvertes, déjà analyser des risques, catéchiser, communiquer pour faire passer un savoir-faire qui est encore trop méconnu. J'aimerais que François, vous rebondissiez au niveau de la vision globale des outils qu'il faut aussi pouvoir, à un moment donné, surveiller pour les clients, parce qu'il y a des nouvelles solutions qui sortent sur le marché. Akeros en est un exemple, qui vont intervenir donc à un moment donné sur une nouvelle machine, mais il y a aussi les outils existants sur des machines existantes. Comment est-ce que dans votre quotidien, vous apportez cette approche conseil, diagnostic, sans pour autant prendre, parce qu'il faut être clair, il n'y a pas d'intérêt commun commerciaux ici entre vous. Personne n'a travaillé ensemble. Voilà, on n'est pas en train de faire une bande de malfaiteurs. On a simplement réuni des expertises complémentaires. Pas encore. Voilà. Soyons positifs. Pas encore. On aurait pu faire participer Lucas Robotique et il y aurait eu un intérêt. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être jugé parti dans une approche où on conseille, on analyse et aussi où on met les mains dans les armoires et dans les codes existants? Sur la partie conseil, on va intégrer la sécurité de la phase de conception de la connectivité de la machine. Et sur la partie intégration, on va travailler avec les différentes partenaires. Ah, c'est la fin? On va bientôt arrêter. C'est ça? Ok. On va travailler en fait avec les différents partenaires qui nous fournissent les solutions de bout en bout pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils ont intégré la sécurité pour qu'on puisse ensuite nous faire une synthèse globale de toute la sécurité de bout en bout entre la connectivité jusqu'au système cloud, voir si on nous impose de passer par le système Ethernet de notre client via des VPN. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va présenter avant d'intégrer nos solutions chez nos clients. Merci. J'aimerais pour conclure et qu'on ait ensuite des questions-réponses sur lesquelles, entre autres sur le terrain, on pourra apporter un éclairage. J'aimerais, Stéphane, de par la dimension d'Advance, qui est quand même un leader dans le pure player cybersécurité, et pas que français, puisque vous avez un terrain de chasse européen, à minima, un peu plus, puisque votre voilier sponsorisé a gagné dans sa catégorie la Route du Rhum. Quelle est votre vision des forces et faiblesses de l'industrie française, de l'interopérabilité et de la cybersécurité? Vous êtes ici quelques-uns. On n'a pas la prétention au GPA quand même de réunir toute la profession, mais quelle est votre vision, nous, Français, dans notre capacité à répondre à ces enjeux, puisqu'on a déjà des réponses? À quel niveau elles sont par rapport à nos petits amis allemands et italiens que nous saluons, si certains nous écoutent en traduction? Ouais, une très bonne nouvelle. La France, moi je milite depuis toujours, mais on est un pays innovant. Et pour la partie industrie 4.0, on est quand même beaucoup sur un marché d'innovation. Donc là-dessus, je pense qu'on est assez fort. On a pas mal de startups très innovantes dans ce domaine-là et ce panel l'indique très clairement. En cybersécurité, on a un avantage énorme. C'est qu'en France, on a des industries critiques. On a l'industrie nucléaire, on a l'industrie de la défense, on a l'industrie de l'aéronautique. Et tout ça, c'est des industries qui ont intégré la cybersécurité depuis le début. Et donc en fait, on a un écosystème cyber en France qui est extrêmement performant, qui est un des meilleurs au monde. L'ANSSI, qui est l'organisme central de la cybersécurité en France, a fait un travail extraordinaire, vraiment exemplaire ces dernières années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un des pays les plus forts en cybersécurité dans le monde. Et donc là, je suis extrêmement confiant en tout cas par rapport à ça, et notamment par rapport à nos voisins européens. On a une position aujourd'hui sur laquelle j'estime qu'on est en avance. Autant sur l'industrie 4.0, c'était pas gagné parce que c'était un peu germanique, on va dire, comme origine, même si la France s'est bien adaptée. Autant sur la cyber, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en avance sur les autres pays et notamment sur l'Allemagne. Merci. Merci beaucoup à tous les 5. On va prendre quelques questions, si vous en avez, et nous espérons que vous en avez, pour pouvoir compléter.
Alors moi, je vais poser une question bizarroïde. Effectivement, je viens de passer devant vous et je suis très intéressé par le FOUS Défense et la taxe alimentaire. Là, je vois où je suis passé dans des stands recherchant des moyens de traçabilité. J'ai posé la question à ces gens, les usines qui fabriquent ces outils, est-ce qu'elles ont ces homologations, comme a dit monsieur, le 8008 ou 8004, etc. Personne n'a répondu ou très peu de réponses. Et effectivement, on parle de FOUS Défense, la 22000 FFSC S5.1 est effectivement bien éclairée sur ces domaines d'attaque fraude, d'attaque, etc., qui rapporte et qui ressort des renseignements sur la 80, comme vous êtes en train de dire. Mais très peu de gens savent que ces usines sont sécurisées. Comme on a coutume de dire, c'est une très bonne question, parce qu'évidemment, elle appuie là où ça fait mal. Et donc, une réponse. Je peux en donner un petit bout, d'autres pourront ajouter, mais vous savez, en safety, les normes sont nées en 90, et même 30 ans plus tard, c'est encore compliqué d'avoir la bonne interprétation, la bonne mise en œuvre, en ce qui se concerne toute la 61, 508, 511, etc., donc les niveaux de SIL. Là, on parle de SLML pour la cybersécurité, il y a la 62 443, il y a l'ANSI pour la France, qui est très en avance, mais qui est français. Et donc, quand on parle à l'international, aujourd'hui, la 62 443, c'est la reine. Elle est déjà appliquée dans tous les pays du Moyen-Orient, dans tous les grands pétroliers, qui sont les premières cibles. Et donc, aujourd'hui, quand on veut exporter, il faut avoir toute une démarche pour suivre toutes les 89 points de la norme. Et 70% des points sont organisationnels. En safety, 70% c'est de la technique. L'humain ne pèse que 30% du problème pour se sécuriser. En cyber, je pense qu'on est tous d'accord, l'humain est très important. C'est plutôt 70% du problème. Et 30% pour tout ce qui est des pare-feux, des diodes, de tout ce que vous voulez, de tous les systèmes de protection. Mais pour ça, il y a des normes internationales qui sortent. Là, la 62 443, elle est quasiment finie. Elle sort au début premier trimestre. Et je vous dis, il y a déjà beaucoup de pays qui commencent à la regarder. Mais pour ça, il faut mettre en œuvre tous les points de la norme, y compris la traçabilité de l'attaque, etc., etc. Alors, je vais rebondir juste un tout petit peu sur ce que tu as dit, parce que c'est un point qui m'intéresse. À chaque fois, je le remarque. Souvent, cybersécurité, tu l'as dit, c'est 70% du problème, c'est l'humain. J'aime pas du tout ça. Je peux vous le dire. Quand vous commencez à dire ça en usine, de toute façon, en cybersécurité, on dit toujours le problème, il est entre la chaise et le clavier. D'accord ? Donc vous imaginez ce qu'il y a entre la chaise et le clavier. En général, c'est plutôt l'humain. J'aime pas du tout cette approche. Pour moi, pourquoi ? Parce que déjà, ça prend les opérateurs pour des idiots. Ok, j'ai cliqué sur un mail, mais pourquoi j'ai cliqué sur un mail ? Alors, oui, des fois, on est un peu idiot parce que forcément, on a gagné l'iPhone 14. On ne se pose pas de questions pour qu'on l'a gagné, donc on va cliquer dessus. On peut être un peu plus intelligent, mais même en étant très intelligent aujourd'hui, les attaquants sont, eux, aujourd'hui, extrêmement intelligents. Pourquoi ? Parce que c'est un très gros marché, ils font beaucoup d'argent. Et détecter une attaque aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Donc plutôt que de dire le problème est entre la chaise et le clavier, ce que je dis en général, c'est plutôt la solution qui est entre la chaise et le clavier. Et en fait, ce qu'il faut, c'est sensibiliser les gens, les former. Et si vous avez des gens qui sont sensibilisés et formés, non seulement ils ne feront pas de bêtises, mais en plus, ils vous avertiront d'une attaque. Et ça, c'est un point vachement important en cybersécurité. Ce message-là, on ne le dit pas assez. Et c'est pour ça que je me permets de rebondir. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que c'est l'humain qui est responsable, même si de temps en temps c'est vrai. Mais c'est un message vraiment important. Alors pourquoi c'est important ? Il reste une minute ou pas ? Non ? Pour une question, oui. Une question ? Donc, je vous laisse poser une question. Et en attendant que le micro arrive à la personne qui a posé la question, ce qui est vraiment important, c'est surtout de déculpabiliser les personnes. Parce que si la personne fait une bêtise, si elle clique sur un mail, elle ne va pas venir vous prévenir si vous lui avez dit que c'était une bêtise. Alors que si jamais vous lui dites, c'est pas grave, même si tu fais une bêtise, viens me voir, en fait, vous allez réduire la gravité et la durée de l'attaque, en fait, parce que la personne aura osé
entre guillemets, annoncé qu'elle avait fait une bêtise. Et ça, c'est vraiment important. Pour une dernière question et les dernières 30 secondes, toute petite question pour Pascal chez CEOS Automation. Tous les jours, vous mettez la main dans les armoires, vous recablez, vous reprogrammez, vous upgradez. Ce petit débat qui vient de s'instaurer, mais en fait, vous êtes tous les deux d'accord, c'est une façon de l'approcher, sur la problématique de l'humain vis-à-vis de la solution technique qui prend le pas sur qui, dans une norme et dans une approche cyber. Comment vous le vivez, vous, concrètement, quand vous êtes en train de mettre à jour et d'interconnecter des machines qui ont 20 ans et d'autres 5 ans? Où sont les humains? Où est la... Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est déjà ce que l'on peut voir, c'est que les réseaux OT aujourd'hui... En 30 secondes. Pardon? En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. ont des accès externes pour la télémaintenance sur des lignes externes qui ne sont pas sécurisées. Et on a aussi beaucoup de PC qui sont en libre service dans l'atelier. C'est autant de portes ouvertes à des attaques qui peuvent s'opérer. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas un spécialiste de la cyber, donc je suis pragmatique. Et lorsqu'il y a des personnes qui ont les compétences, il faut les inclure dès le début du projet. Et puis sinon, après, c'est du bon sens, comme je disais, hein, c'est respecter le design. Et puis surtout, lorsque vous créez le réseau, c'est le segmenter, puisque la première sécurité du réseau, c'est son design. Hein. Bien sûr. D'où l'importance de bien connaître les architectures d'automatisme des machines et de savoir de quoi on parle. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver chacune de ces sociétés sur le stand GEPIA qui est assez incontournable avec un espace GEPIA Lab dans le 5A 68. Merci. Merci. Merci à tous.